Umubyeyi Beata Mérès, écrivaine, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir accepté de partager votre expérience d'écrivaine avec notre journal hier. Après plusieurs prix que vous avez eus, aujourd'hui, vous venez encore d'être récompensé pour votre roman intitulé Tous tes enfants dispersés. Vous êtes lauréate du prix de 5 continents qui vous a été décerné dans l'édition 2020. Tout d'abord, mes félicitations pour avoir accompli un travail aussi magnifique. Encore une fois, félicitations à mon vieil. Ma première question est celle-ci. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Bonsoir et merci pour votre invitation et l'invitation de Yéhé. Euh, et merci également pour ces mots. Euh, Quand j'ai reçu l'appel des membres du jury du prix des 5 continents de la francophonie, c'était une merveilleuse surprise. Il y avait 10 romans très beaux en lice. J'ai ressenti une immense gratitude pour les membres de ce jury, qui est composé d'écrivains et d'écrivaines éminents, fantastiques, que je lis depuis de nombreuses années pour la plupart. Et même encore aujourd'hui, comme je dis, je n'ose mesurer la chance que c'est pour ce roman, qui est, comme vous le disiez, mon premier roman. Parce que l'Organisation internationale de la francophonie, qui porte ce prix depuis bientôt 20 ans, ça fera 20 ans en 2021, accompagne tous les ans le ou la lauréate. Et là, en l'occurrence, il y avait également une mention spéciale du jury, donc avec un lauréat vivant au Québec, les accompagne dans la promotion de leur livre et fait en sorte que ce livre aille jusque, je dirais, aux confins de la francophonie. Donc c'est une chance énorme, immense, et, euh, et j'en suis tout à fait reconnaissante. Alors, le fait d'avoir pu, à travers votre roman, transmettre par votre écriture les peurs, les chagrins, les rancœurs, le silence, le moment du génocide contre les Tutsis et ses conséquences, et en fait, les espoirs, l'amour et la tendresse. Cela n'a pas dû être facile à gérer, surtout psychologiquement. Où avez-vous trouvé cette force? J'aime à penser que la force des écrivains et des écrivaines vient de celles et ceux qui les ont précédés. En l'occurrence, pour moi, je lis beaucoup depuis très longtemps, depuis l'enfance à Boutaré, où j'ai grandi et où il y avait des bibliothèques, une librairie. Et cette force, je l'ai puisée, je dirais, dans l'exemple montré par les auteurs, les autrices que je lis depuis l'enfance et qui m'ont montré le chemin. Euh, Également, je dirais que ça n'a pas été... je me suis... ce n'est pas une vocation très lointaine. En réalité, j'ai commencé à écrire à 30 ans passés, avec peut-être déjà une certaine maturité, une certaine connaissance du monde. J'ai travaillé longtemps dans ce qu'on appelle un peu schématiquement l'humanitaire. Je travaille encore aujourd'hui dans le champ de la santé mentale. Donc,
j'ai été confrontée à la vraie vie et à sa dureté de façon presque prématurée, évidemment, avec le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc l'écriture et pouvoir témoigner, même si moi je le fais à travers la fiction, de nos histoires, est une chose importante pour moi et que je ne trouve pas particulièrement éprouvante, mais au contraire, c'est un sentiment assez de plénitude et de satisfaction de pouvoir écrire et être lu et partager ces histoires-là. C'est surtout ça que je vois. Alors, vous êtes rwandaise et française. Le Kinyarwanda, qui est votre langue maternelle, cohabite avec le français qui est votre langue, je dirais, du quotidien. Vous maîtrisez bien ces deux langues. Pourquoi avoir choisi d'écrire en français une histoire rwandaise? Alors effectivement, j'ai été bilingue très jeune puisque, ayant appris le Kinyarwanda à la maison, je suis allée dès l'école maternelle à l'école internationale belge de Boutaré. Et donc, c'est en français que j'ai appris à lire et à écrire. C'est en Kinyarwanda que j'ai découvert le monde, découvert la vie et appris à nommer les premiers moments de la vie. Mais c'est avec le français que je suis rentrée dans le monde des livres. Et ensuite, en arrivant en France, évidemment, j'ai été quand même, en 94, plongée dans cette langue au quotidien, comme vous disiez. Et donc, je dois avouer que je serais incapable d'écrire un roman en Kinyarwanda. Je parle le Kinyarwanda du quotidien et je lis. J'essaye de lire, par exemple, la poésie et je trouve que c'est une langue extrêmement raffinée que je ne maîtrise pas. Donc, je ne pouvais le faire qu'en français. Néanmoins, même en écrivant en français, dans la mesure où c'est le Kinyarwanda et au-delà la culture rwandaise qui nourrit mon imaginaire d'écrivaine, je ne pouvais pas écrire, je dirais, dans un français complètement neutre ou un français de Paris ou un français de Bordeaux. Je puise dans ce Kinyarwanda pour écrire en français. Comme j'aime à utiliser cette expression de Chamoiseau, de l'oraliture, je viens de l'oralité rwandaise, mais j'ai aussi été nourrie de la littérature francophone, pas uniquement française, même anglophone, je dirais, mais francophone au départ, et ma langue d'écrivaine. Et cette rencontre heureuse de ces deux influences, de ces deux langues et de ces multiples couleurs. C'est comme une ramification et qui porte parfois un rythme ou une poésie ou concrètement des expressions comme imigani, les proverbes rwandais qui émaillent ce roman, que ce soit Umutemere w'ishavuni Josi, que ce soit Agahinda ntikica kagira mubi, que ce soit Amagara arasesekara ntayorwa, toutes je les mets concrètement en Kinyarwanda dans le roman, je les traduis ensuite. Mais au-delà, c'est aussi toutes ces images et tout cet imaginaire et cette façon que l'on a d'être, de parler, quand on est de descendance rwandaise. Yael Faye m'a fait un très beau cadeau en disant, quand on avait fait la lecture à la Maison de la Poésie, en disant c'est peut-être le premier roman rwandais aussi parce que il y en a autant, je dirais moderne, pas le premier parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais il y en a autant dans ce qui est dit que dans ce qui n'est pas dit. Ça, c'est typiquement rwandais aussi. Donc, c'est tout cela qui fait que même en écrivant en français, la langue et la culture rwandaise sont, en tout cas, j'essaie de les rendre le plus présents possible, également pour leur rendre hommage, évidemment, puisque c'est de là que je viens. Tout à l'heure, vous avez évoqué le proverbe rwandais, Umutemeri wishavu ni josi. Ce proverbe, ça me parlait.
Oui, c'est un proverbe qui est très profond, mais Moi, ce que j'aime avec les proverbes rwandais, c'est que en quelques mots, en une phrase, on raconte tout un monde, on raconte, tout un univers de sentiments et de façon d'être au monde. Umutemelu w'ishavu aussi, je traduis ça par le cou et le couvercle du chagrin. Et dès le départ, je pensais à ce proverbe quand j'ai commencé à faire le plan de ce roman, parce que c'est l'histoire d'une famille sur 3, voire 4 générations. Une famille qui a rencontré des souffrances, des chagrins, mais aussi des moments de honte ou d'opprobre populaire ou général, et qui, en tout cas pour le cas de la grand-mère Immaculata, s'est enfermée dans un silence. Ce silence qui est une réalité dans beaucoup de familles, où parfois on ne dit pas les choses aux enfants en pensant les protéger. Et c'est ce qu'elle a fait. Et, et puis le silence, à un moment donné aussi, devient encore plus assourdissant, je dirais, parce qu'elle a un choc immense, qui est celui de perdre son enfant, et elle devient muette. Elle est vraiment dans la perte absolue de la parole et de la langue. Et tout le défi que je me suis fixé en tant qu'écrivaine, c'est de faire en sorte de mettre des mots baumes, des mots qui réparent, que ce soit les mots de la littérature, que ce soit les mots du parler, pour soulever le couvercle du chagrin et qu'enfin la parole circule de nouveau, qu'enfin la parole puisse s'échanger. Et se parler, c'est sans doute le plus beau geste de l'humanité. C'est là que commence l'échange et que commence aussi la prise de conscience de l'autre, et donc le respect et donc l'amour. Et là, en l'occurrence, c'était un enjeu crucial puisqu'il s'agissait de la transmission à la 3e génération, au petit-fils Stockley qui naît en France, qui naît, comme je dis, de l'autre côté du désastre, et qui ne pourra avancer que s'il sait d'où il vient et qu'il sait que les générations précédentes ont commencé à cicatriser. Mais si on ne le lui dit pas, alors il n'y arrivera pas, alors il ne pourra pas embrasser la vie dans toute sa vitalité. Et ce proverbe-là dit tout ça. C'est vraiment sa profondeur. Mm. Votre roman, poignant, parle d'une histoire de transmission, de métissage, des identités, évoque le génocide contre le Tutsi de 1994 au Rwanda. Comment l'idée vous est venue de concilier tous ces aspects, tout difficiles les uns comme les autres? Quelle a été votre motivation? Parce que si ça touche vraiment ce que je viens de dire, l'identité que vous portez et que les autres portent aussi. Ouais. Oui, absolument. Alors, il faut dire qu'avant d'écrire ce roman, j'ai écrit des recueils de nouvelles, c'est-à-dire des textes courts. Le premier s'appelle Les Jours, le second s'appelle Les Ardes. Il vient de ressortir en poche chez mon éditeur autrement, avec d'autres nouvelles encore. Mais ça dit tout de ma démarche d'écriture. C'est-à-dire que dès le départ, j'étais dans une volonté de montrer la diversité des points de vue. J'étais parfois un peu horripilée quand j'entendais des gens qui pouvaient avoir lu un roman d'une écrivaine sénégalaise ou camerounaise ou d'un écrivain kényan et de dire j'ai compris l'âme de ce peuple. Or, il y a autant d'histoires que d'individus, il y a autant de trajectoires que de personnalités différentes. Donc, cette idée de montrer la complexité est quelque chose qui me tient à cœur, justement pour déjouer le piège de la simplification à l'extrême, voire de la caricature qui, malheureusement, a longtemps été le regard que le monde, et notamment l'Occident, pouvait porter sur l'Afrique. De la même façon que pendant le génocide contre les Tutsis en 1994,
Les médias ont extrêmement caricaturé notre histoire, parfois ne la comprenaient pas, avec des discours du type dans ces pays-là, on s'entretue depuis la nuit des temps, et puis en parlant de haine atavique et puis des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, moi, dans la littérature, qui n'est bien évidemment pas ni le travail des historiens, des historiennes, ni le travail des très courageux d'écriture de beaucoup de frères et sœurs survivantes et survivants dans le témoignage, moi, mon travail à travers la fiction, c'est d'aller peut-être déjouer justement les représentations que le monde peut avoir de nos histoires en disant, regardez, nous sommes aussi complexes que tout le monde. Nous avons des histoires qui ne se résument pas juste à ce qui s'est passé en 94, la vie d'avant, la vie d'après. Et je m'attache beaucoup dans mes textes, justement, à parler des conséquences de la déflagration de ce génocide dans la vie des gens qui l'ont vécu, qui y ont perdu des êtres chers, qui sont aujourd'hui souvent des hommes et des femmes debout, mais qui ont ces blessures, qui ont ces cicatrices, mais en montrant que ils avaient une vie avant, ils avaient des histoires parfois très complexes avant, et que la question de l'identité, notamment de la génération suivante, de nos enfants, et porte ça, mais porte aussi beaucoup d'autres choses. Quand nous avons, pour des raisons X ou Y, migré vers l'étranger et que nos enfants vivent dans des cultures différentes, ils sont aussi nourris de ça. Ils ne sont pas que des Rwandaises et des Rwandais, alors en plus quand il y a des métissages. Et donc, mon projet était de montrer toute cette palette, cet éventail de vécu, de réalité qui parfois s'entrechoquent, mais qui aussi, si nous, notre génération, que je considère comme des passeurs peut-être, si nous faisons cette démarche de retisser les liens, de raconter ce qui s'est passé, mais tout en ne les enfermant pas dans ce qui s'est passé, en leur disant maintenant voilà le monde. Il y a aussi des gens qui se sont battus pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait un vivre ensemble aujourd'hui. Voici le champ des possibles. Sachez d'où vous venez, voyez tout ce que vous pouvez accomplir et en ne vous enfermant pas, en étant dans un métissage de langues, de cultures et dans un principe aussi de réalisme par rapport à ce qui s'est passé, de paroles échangées, de sincérité. Magnifique. Merci. La question suivante, comment vivez-vous le fait d'être métisse en France? Et quels sont les avantages et les inconvénients résultant de cette identité finalement? Alors le métissage, être métisse, c'est habiter la frontière. Mais avant de répondre, je pense qu'il y a une autre question que je vais ajouter pour que ça soit dans la même réponse. Et comment aussi est-ce que j'ai vécu le métissage au Rwanda? Oui, voilà, le métissage est identifié comme Tutsi au Rwanda. Ouais. Oui. Oui, comme je disais, être métisse, c'est habiter la frontière, c'est-à-dire qu'on connaît deux mondes, plus ou moins bien en fonction de si on a grandi avec les deux parents, dans quel pays, lequel des deux pays on a grandi. Donc c'est une position qui peut être inconfortable parce qu'on est sur une ligne de crête, mais qui aussi, qui peut être une richesse. Et quand j'étais, alors ce qui est, tous les métis vous diront ça, en tout cas celles et ceux qui ont grandi sur le continent africain, quand on est en Afrique, on nous dit qu'on est blanc, et quand on arrive en Occident, en Europe, on nous dit qu'on est noir. On est, finalement, on est les deux. Et le problème, c'est quand on veut nous enfermer dans une identité. Et au Rwanda, moi, j'ai connu cet enfermement avec le génocide, qui était l'identité de Tutsi. Mais comme je dis souvent aux gens qui me parlent de racisme, je dis, mais regardez au Rwanda ce qui s'est passé. Les gens avaient la même couleur de peau, la même culture, la même langue, la même religion,
donc n'étaient pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler des ethnies, c'était le même peuple. Et pourtant, il y a eu un travail politique de divisionnisme qui a conduit à ça. Donc, il n'y a pas besoin de différence de couleur de peau, de couleur de langue pour arriver à la violence extrême et l'extranisation d'un membre de son corps pour tenter de l'exterminer. Évidemment, ça, c'est une expérience qui m'est propre, mais qui a quand même nourri aussi mon regard sur le métissage. La chance que j'ai eue, je le considère aujourd'hui comme une chance, c'est que je suis née, j'ai grandi au Rwanda, j'ai été élevée en Kinyarwanda, dans une famille rwandaise. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'avais 15 ans, mais j'avais tout ce bagage-là. J'avais toute cette richesse-là. Donc, même si quelqu'un me disait « tu es une étrangère », je savais d'où je venais. Et c'était des racines quelque part. On ne peut pas être complètement déraciné quand on sait d'où on vient. Là où je pense que le métissage peut être problématique, en tout cas, pas problématique en tant que soi, mais peut être difficile à vivre, c'est le cas du personnage du mari de Blanche dans le roman, qui lui, donc, il se fait appeler Samora parce que il veut revendiquer quelque chose d'africain qu'il n'a pas eu. Il n'a pas connu la culture de son père, la culture de la Martinique, ni le créole. Il est né, il a grandi en France et on lui renvoie constamment qu'il est noir, qu'il est étranger. Et ça, c'est extrêmement difficile, je pense, pour ces métis-là. Et comme je dis, voilà, pour lui, ça va être de vraiment d'aller vers le mouvement de la négritude, de prendre un surnom qui est un des pères des indépendances africaines, mais pas tant parce qu'il le connaît, mais parce que Sankara était déjà pris par un ami. Il y en avait un autre qui avait pris le Lumumba. Il a dit, qu'est-ce qui me reste? Bon, ben, je vais prendre Samora en hommage à Samora Machel, mais il n'est jamais allé sur le continent. Et c'est en accompagnant Blanche, quand elle retourne au Rwanda pour la deuxième fois, qu'il découvre le continent africain. Il est émerveillé. Une autre chose que j'ai remarqué, c'était quand je suis retournée au Rwanda après le génocide, j'ai vécu quelque chose que je raconte un peu dans le roman, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'on n'a pas dit Omuzungu. J'ai parlé Kinyarwanda, ils ont vu que je m'appelais Omubyeyi, ils m'ont parlé en Kinyarwanda et je me suis sentie chez moi. Et ça, c'était très fort. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui a changé aussi, qu'il faut souligner parce que il n'y a rien de plus difficile pour un métis que de se sentir rejeté par une des parties de soi. C'est vrai. Alors, pendant qu'on parle de retour au Rwanda, que tu as trouvé changé, parce que vous avez été accueillis comme umubyeyi, pas comme umuzungu. Oui. Umubyeyi w'umunyarwanda, en plus umubyeyi w'umunyarwanda, une maman, oui. Des enfants. Oui. Deux enfants. Oui. Alors, parlez-moi un peu de la ville de Butare que vous rendez hommage dans votre livre. Bon, personnellement, j'ai senti que c'était un hommage parce que je suis né là-bas et quand j'ai entendu, quand j'ai lu les arbres, je ne sais pas si on appelle ça. Les jacarandas de Butare. C'est les fleurs ou les arbres? C'est l'arbre, c'est l'arbre. Le jacaranda, ça, à l'époque, il y avait même un restaurant qui s'appelait Jacaranda. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je ne m'en souviens pas, c'est super comme Donc, souvenir. Oui. Quand vous parlez de Jacaranda, le bois, là, je vois cette grande route, grande rue, comme on dit ici, depuis IPEN, Institut national pédagogique à l'époque, jusqu'au terrain de tennis, vous voyez où c'est. Oui, là où il y avait l'ancienne gare routière. Oui, donc je vois ces arbres-là,
Alors, je voulais qu'on revienne sur cet hommage de la ville Mm. natale qui est la vôtre, qui est la mienne, Boutaré. Mm. Oui, bah, Boutaré, c'est pratiquement un personnage du roman Boutaré qui s'appelle Rouillé aujourd'hui. C'est la ville. Bah, je pense que tout le monde est attaché au lieu de naissance. C'est là où on découvre le monde, c'est là où on apprend tout ce qui va nous accompagner toute notre vie. Et c'est un endroit qu'on chérit, même si moi j'ai dû le quitter pendant le génocide, caché au fond d'un camion, mais mon cœur est resté un peu là-bas. Euh, on ne peut pas en douter. Et c'est une ville que j'avais envie de raconter aussi dans ce qu'elle a de beau et pas dans ce qui s'y est passé de terrible pendant le génocide. Et cette floraison des jacarandas, ce sont des feuilles mauves. Ce sont des arbres qui ont été plantés à l'époque coloniale. Et dans le roman, d'ailleurs, ces jacarandas ont aussi une histoire puisqu'ils symbolisent justement ces arbres qui sont originaires d'Amérique du Sud, qui ont été apportés dans beaucoup de pays africains à l'époque coloniale, mais qui ont aussi cette double face. Voilà, c'est une histoire triste, mais quand ils fleurissent, ils sont magnifiques. Mais en même temps, à un moment donné, quand ils fleurissent et que ces fleurs tombent sur la grande rue de Boutaré, c'est cette couleur mauve qui a aussi été au début, au lendemain du génocide, la couleur que portaient les gens pendant les semaines de commémoration. Donc c'est un souvenir doux amer quelque part. Et puis je raconte voilà la grande rue, la poste, la banque de Kigali, enfin les gens qui connaissent et plusieurs amis qui ont connu Boutaré m'ont dit effectivement tu nous ramènes de ces souvenirs-là, de cette ville qui est dans notre cœur. Goma, Ouillé, Toumba, la route qui s'éparpille, qui va vers le Burundi, la route qui va vers Kigali, le musée national, enfin tous ces endroits-là, ça nous rappelle beaucoup de choses. Effectivement. Alors, on va vers la fin. À quoi avez-vous pensé la première fois que vous avez décidé d'écrire cet ouvrage et pourquoi sous forme de roman ou de fiction? Oui. Alors moi, j'ai fait le choix de la fiction dès le départ. Même quand j'ai écrit des nouvelles, c'était des textes de fiction. Je pense que la fiction est complémentaire du travail de témoignage. Les témoignages sont quand même les textes les plus importants. Surtout pour raconter ce qui s'est passé, pour lutter contre le négationnisme et le révisionnisme, et puis pour que les gens prennent vraiment conscience de cette histoire. Néanmoins, j'ai vu aussi souvent, j'ai entendu des gens qui disaient cette histoire est trop dure, je ne pourrais pas la lire, ou c'est une histoire qui s'est passée à des milliers de kilomètres d'ici, c'est une histoire africaine, ils ne se sentaient pas concernés. La fiction et le roman permettent quelque part de faire rentrer les gens dans notre histoire, les gens dont ce n'est pas l'histoire, par la langue, par ne fût-ce qu'une histoire dont ils ont envie de connaître la suite, comment les protagonistes vont se sortir de situations dans lesquelles on les met. Et en même temps, ils vont s'identifier plus facilement aux personnages. Notamment parce que je raconte des histoires un peu universelles, des histoires intimes, relations entre les parents et les enfants, des histoires d'amour, des histoires de transmission, comme je vous disais, des histoires de fratrie, qui peuvent leur parler, même s'ils sont taïwanais, chiliens ou new-yorkais. Et en même temps, de cette façon, ce que j'essaye de faire, c'est de les prendre par la main, doucement, et de les emmener jusqu'au bord du gouffre de notre existence, les emmener jusqu'à la réalité de ce qu'est un génocide. C'est-à-dire qui est cette tentative d'extermination de familles entières, de collines entières, qui est un crime contre l'humanité, donc qui les concerne aussi. Et pas cette fiction-là, il rentre dans notre histoire et
j'aime à dire que pour moi, la littérature est comme une surface de réparation. Ça n'a rien à voir avec le football, mais c'est de dire il y a quelque chose qui s'est déchiré. Le monde entier a assisté presque en direct à la télévision à notre tentative d'extermination. Et très peu ont essayé de l'arrêter ou de faire quelque chose. Si je dis, ils avaient les yeux grands fermés. Maintenant, nous, les survivantes et les survivants, pouvons quelque part raconter ces histoires, chacune à sa façon, mais de façon à réintégrer le peuple des humains et en disant, si vous écoutez nos histoires, si vous lisez nos histoires, alors on est en train de réparer ce qui s'est déchiré là avec ce génocide. On est en train de réparer un peu une part de cette humanité dévoyée. Alors, comment est-ce que vous envisagez de faire traduire votre livre en Kinyarwanda ou dans d'autres langues, l'anglais, le chinois, je ne sais pas, pourquoi pas le swahili Ça serait merveilleux. Pour le roman, je sais que il y a une maison d'édition il y a des maisons d'édition qui ont commencé la traduction en anglais et en italien. Pour le Kinyarwanda, alors c'est vraiment une question qui, moi, m'échappe un peu parce que quand on signe un contrat avec une maison d'édition, la maison française, c'est eux qui ont les droits pour, en tout cas, je ne les ai pas gardés, je ne savais pas encore très bien comment ça fonctionnait, donc je ne les ai pas gardés pour, par exemple, que ce soit moi qui gère les droits de traduction. C'est-à-dire que s'il y a une maison d'édition rwandaise qui souhaite le traduire, et ça serait vraiment quelque chose d'absolument fabuleux, c'est avec une discussion qui doit se passer avec ma maison d'édition. Maintenant, pour les nouvelles qui sont ressorties en poche, du coup, il y a quelques mois, enfin, en octobre, là, j'ai gardé les droits, ce qui veut dire que, parce qu'on a aussi toute une réflexion avec d'autres écrivains et écrivaines du continent, de voir comment faire en sorte que nos livres soient disponibles dans les pays d'où on est originaire, en tout cas les sous-régions, de façon à ce que ça ne passe pas forcément par Paris, que ça puisse être des maisons d'édition qui les publient, qui les traduisent localement, et puis qui, avec des imprimeurs locaux, une chaîne du livre local. Donc c'est une réflexion que j'ai. On est vraiment en train de réfléchir à comment faire publier les nouvelles au Rwanda, que ce soit en anglais ou en Kinyarwanda ou en français également. Mais même en audio, il y a, pour les nouvelles, j'ai aussi fait une lecture performée avec une artiste ici à Bordeaux, de façon à ce qu'on puisse les présenter sous une forme un peu théâtrale, c'est-à-dire aller les présenter avec assez peu de moyens, mais sur place. Voilà, un peu comme ce que Gaël Faye avait fait. Évidemment, son roman Petit Pays, c'est un énorme roman qui a été diffusé à je pense qu'il y a 30 traductions, ce qui est fantastique. Mais voilà, il y a toute cette réflexion-là de comment rendre accessible, accompagner son texte, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de l'écrire et puis après, débrouillez-vous. Non, moi, je suis dans cette démarche d'accompagner, de rendre accessible, que ce soit par la scène, en audio, dans d'autres langues, ce texte, pour le partager au plus grand nombre, sans que les gens, selon les moyens de chacun et chacune. Alors, moi, je tiens quand même à signaler que je ne suis pas la première survivante à écrire un roman. Il y avait eu le roman de Vénuste Kaimahe, la chanson de l'aube, qui a été traduit. C'est le premier roman donc, de fiction écrit par un survivant du génocide des Tutsis. Puis il y a d'autres Rwandais qui ont écrit des romans aussi, donc je ne suis qu'une parmi d'autres. Maintenant, j'ai vraiment, comme je vous disais, une réflexion autour de... un peu, on est dans une démarche, alors des gens vont dire, c'est peut-être une expression qui est passée panafricaine, en tout cas de partage avec d'autres écrivaines du continent. J'ai participé l'année dernière à plusieurs festivals
en ligne. Alors ça, c'est bien pour le coup, tout ce drame du Covid, le seul élément positif, c'est qu'on a commencé à faire des festivals en ligne pour échanger. J'ai participé à un festival qui s'appelait Afrolite sans frontières, qui était mené par une écrivaine sud-africaine vivant au Kenya, Zukiswa, qui a réuni des écrivains et des écrivains de tout le continent. Donc il y avait des rencontres en français, en anglais, en swahili, en portugais, où on a pu beaucoup échanger. J'ai également participé au Aki Festival, qui est sans doute l'un, si ce n'est le plus grand festival de littérature africaine qui se passe normalement au Nigeria, à Lagos. Là, on l'a fait chacun depuis son bureau, mais où voilà, c'était vraiment l'expérimentation réelle de toute cette merveilleuse dynamique de la littérature, des littératures africaines et des afro-descendants. Il y avait des gens qui étaient en Namibie, en Afrique du Sud, au Nigeria. Moi, j'étais en conversation avec une jeune femme originaire du Niger qui habite à Abidjan, et on passait par Lagos. Voilà. Mais je pense que cette dynamique-là, moi, je la vis ici depuis Bordeaux, mais je vois tous les festivals qui sont organisés depuis des années par la scène culturelle à Kigali, qui invite des gens de tout le continent. Il y a un vrai dynamisme culturel, un entrepreneuriat culturel au Rwanda qui est fantastique, avec des gens qui justement parlent plusieurs langues, voyagent au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Burundi, enfin, au Congo, la sous-région, la grande région, l'Afrique, est aussi rendue vivante par ce dynamisme culturel, littéraire, porté par les nouvelles générations. Et ça, c'est donc voilà, moi j'essaye vraiment du mieux que je peux de m'inscrire dans cette dynamique, de la même façon que voilà, l'idée de pouvoir organiser, j'avais été invitée pour organiser des ateliers d'écriture pour la sous-région, donc Burundi, Rwanda, RDC, pour les jeunes francophones écrivains. Malheureusement, le Covid a fait que ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, je souscris et je m'inscris dans ce mouvement littéraire et culturel du continent. Grâce à la littérature, vous parvenez à apporter les voix de 3 générations, à parler de ce qui ne se dit pas, ce qui est tu en général. Vous parlez de l'incommunicabilité du vécu lorsque vous êtes arrivé en France. Je vous remercie, Beata Omobiei Marès. Votre roman appelle l'humilité et envoie un message positif à tous ceux qui ont traversé les moments difficiles, et ceux à venir prendront un superbe exemple de votre écriture, celui de la transformer les chemins sombres en chemins lumineux dans une émotion palpable et magnifiquement contenue. Tout mon respect et bonne continuation au Mubyeyi. Merci infiniment, Kalelima. Mugoroba mwiza, bonne soirée. Et puis, bravo aussi pour cette émission. Merci beaucoup. Marie-Gouane Kumiskuit.